Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Précédemment, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions un toggle qui permet de changer d'état. À chaque fois qu'il change l'état du V ici, il va envoyer un événement, le splitter, l'envoyer ici. On a créé dans la vidéo précédente une énumération qui permettait de dire si c'est jump, ce sera tel numéro. Et il va envoyer le numéro, le transformer en un entier et il va l'envoyer ici à relais. Relais qui nous permet de débugger, qu'il envoie à SendUDP. Lui, il envoie pouf au sender. Le sender, il envoie à l'adresse. Et ça arrive ici. Alors, il s'avère qu'avec l'IA, tantôt, je me suis planté. Et le E, c'était 1069. Donc, j'ai corrigé 1069. Donc, maintenant que j'ai ça, j'ai complété à la main, hors caméra. J'ai juste complété en mettant à chaque fois le bon énumération. Vous voyez ici que j'ai mis toutes les énumérations qu'on est censé pouvoir faire, sauf les pouvoirs. Donc on peut sauter, on peut tabuler vers un ennemi, on peut aller vers la gauche, on peut tabuler sur un allié, on peut aller vers la droite, aller vers l'avant, vers l'arrière, straffer à gauche, straffer à droite, ouvrir la map, ouvrir le sac, ou fermer le sac et fermer la map. Tada! Donc on va pouvoir pousser sur les touches qui permettent de jouer à la horde, basiquement. Il nous reste quand même tous les petits pouvoirs qui sont là-bas. Mais ces pouvoirs-là, est-ce qu'on a vraiment besoin de les activer et de les désactiver? Non, basiquement, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de pousser et relâcher. D'accord? Dans la vidéo précédente, j'avais vite fait, très vite fait, j'avais ajouté une coroutine ici à ce petit bout de code-ci. J'avais ajouté une e-énumération, enumerator, qui disait commence une coroutine. C'est quoi une coroutine? Une coroutine, c'est comme une sorte de petit programme qui tourne sur le côté, mais pas tout à fait. Donc, Paint. Hop, hop, hop. Là, si quelqu'un qui est abonné à ma chaîne reconnaîtra mes talents de dessin, il va encore se foutre de ma gueule. Mais voilà, ça c'est le trait principal. C'est-à-dire que votre code ne fait qu'une seule chose à la fois. Donc là, il dessine un dessin, là, il calcule, là, il fait ceci, là, il fait cela. Et en fait, de là à là, c'est ce qu'on appelle une frame. Il fait tout ce qu'il peut pour que l'image soit rafraîchie et que les calculs soient faits entre là et là. Ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est de dire tu fais une action plus tard. Donc en fait, c'est tu fais une sorte de petite ligne en lui disant ici, je veux que tu attendes et plus tard, là, je veux que tu fasses une action. Là. Et donc du coup, ici, il y a une frame, 2 frames, 3 frames, 4 frames, 5 frames, 6 frames, et on reconnaît que c'est le moment où il faut faire la touche. Donc on va prendre l'action qu'on a dit d'attendre ici, on va la faire et on va détruire le thread, donc il n'existera plus. Et en fait ça, c'est ce qu'on appelle un thread. C'est un petit programme sur le côté qui fait quelque chose, genre lire des mails, envoyer un truc sur un serveur, connecter une base de données. Ça prend du temps. Tu ne peux pas le faire immédiatement, tu dois attendre que la connexion se fasse, que les mots de passe se fassent, que le serveur réponde, et ça peut prendre quelques secondes, quelques millisecondes, quelques minutes. Et donc on le fait sur le côté. Sauf que les threads, c'est extrêmement dangereux en C#. Ça peut créer vite fait des bugs dans votre application. Et donc Unity, vu qu'il est fait pour des débutants, ils ont créé ce qu'on appelle des coroutines. Et les coroutines, c'est comme une petite application sur le côté, comme ça, qui attend, mais qui n'utilise pas un nouveau programme, qui n'utilise pas un nouveau code. Il est toujours sur le code de Unity, c'est juste qu'il est mis en attente et à chaque fois qu'on arrive ici, on vérifie si c'est toujours le cas. Donc en gros ici, à chaque fois il fait pop pop pop. Il fait on peut, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut, ah on peut. Et donc il le fait ici. Donc en gros il va poser la question de est-ce qu'on peut à chaque fois qu'on arrive dans une frame. Et quand on arrive dans la bonne frame, il fait ah on peut, on le fait. Et donc ici ce qu'on va lui dire c'est tu vas envoyer la touche, puis tu vas yield return for second. C'est-à-dire tu vas attendre pour la petite seconde qui est là-bas. Et tu vas attendre le temps que je t'ai mis là-bas, que le designer a décidé de choisir. Et ce qui se passe, c'est que quand ce temps est passé, tu vas prendre l'action de relâcher et tu vas envoyer le relâcher. Et c'est ça qu'on est en train de faire dans cette coroutine. On peut le faire pour pousser une touche, mais on peut le faire aussi pour faire une séquence de sorts. Par exemple, si on fait sort 1, puis sort 3, puis tu sautes, puis sort 4, puis tu sautes, puis sort 5, on pourrait faire une séquence qui énumère des actions à faire. C'est pas ce qu'on fait dans cette vidéo-ci, mais on pourra le faire dans une vidéo suivante.
Donc ici, basiquement, parfait. Donc maintenant qu'on a ça, ce qui se passe, c'est qu'on a tous nos tabulations qui permettent de bouger. Ce serait bien d'avoir des boutons ici de sort. Donc on va faire ça. Juste pour voir si vous avez compris la matière. Donc ici, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir faire un autre petit panel. Donc on va créer un panel. UI. Panel. On va l'appeler panel button key power. Alors vous voyez que je suis un azertien qui se transforme en QWERTYen. Ce panel, pour le moment, il prend toute la place. Vous voyez ici, il est en train de prendre toute la place. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre les petits coins blancs là-bas et dire non, 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 tu peux prendre pas toute la place, tu prends juste cette place-là. Et il s'avère que finalement, c'est 20% depuis là. Et puis, on va reprendre un nouveau 20%, donc 40%. Sa petite couleur, vu qu'on le fait à la matrix, on va la mettre en noir, noir transparent. Et on a donc maintenant une nouvelle colonne. Cette nouvelle colonne, on aimerait bien qu'il y ait des boutons dedans. Donc du coup, ce qu'il nous faudrait, c'est créer une sorte de UI 2D button. Donc on va, hop, 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 créer un point vide. UI 2D button, push, int. Voilà. Ce UI button, on va lui dire, mec, j'aimerais bien que tu sois à bouton. Alors ça aurait été plus simple de créer directement un bouton, donc je vais créer directement un bouton. Je vais faire clic droit, UI, button. Voilà, magnifique. Et ce fameux bouton ici, on va lui donner un petit texte. Alors, on va laisser un bouton pour le moment. On va lui donner un petit nom. On va aller dans notre dossier préfab et on va déposer notre UI 2D button push int. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'a rien dessus. Regardons ce qu'on peut faire avec un bouton. Ici, notre bouton, il va changer de couleur quand on le pousse. Déjà, on peut lui mettre du coup une couleur noire. Pop-up. Noirâtre. On va lui donner un texte qui sera vert. Voilà, magnifique. Et ce joli bouton qu'on a ici, là-bas, on aimerait bien que quand on pousse dessus, il fasse une action. Quel type d'action? On aimerait bien une enum. Alors, comment on l'avait appelé? On l'avait appelé hors quelque chose. Hors de push int. Hors d'action, basique action. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire le pouvoir numéro 1. Donc ici, on va dire, quand on clique sur le bouton là-bas, on veut appeler ce script-là. Et on veut faire appel au code qui s'appelle... Est-ce qu'on l'a mis en public? Send press and release with delay. Send press release with delay, il va faire, essaie de pousser sur ce bouton et tu attends le petit délai qui est là. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va émettre des numéros qui représentent les touches à enfoncer. Donc, on veut voir si ça marche. Donc on met un petit debug. Horde. Celui qu'on a fait ensemble. Et on lui dit, tu vas contacter debug. Et tu vas le pousser dedans. Voilà. Donc là, on va pouvoir voir que ça change. Notre debug, il va faire quoi? Il va l'envoyer au static pusher. Send UDP. Voilà. On lui dit, quand tu as fini de débugger, tu me l'envoies là-bas. Et tu l'envoies à static, qui lui-même va l'envoyer à la target. Magnifique. Donc là, on a un joli bouton qui normalement devrait faire quelque chose. On va l'appeler pour le moment, on va laisser le bouton, on va override to do. On va faire apply, hop là. Et là, on vient d'écrire par-dessus le préfab. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on a besoin de plusieurs. On en a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 0. Donc ici, normalement, on a tout cela, et vous voyez qu'ils sont l'un sur l'autre. Donc comme on avait fait précédemment, on avait fait un vertical layout group, et on lui avait dit, tu les dilates pour qu'ils prennent tout l'espace. Voilà. Alors ce serait peut-être bien de leur mettre une petite bordure. On va mettre une petite bordure de 10, juste pour que... Ah oui, mais non, ça ne marchera pas. C'est sur le bouton qu'il faut mettre une bordure de 10. Mais j'ai pas envie de mettre une bordure de 10, qu'il y a un margin et un spacing ici. Voilà. Permet de séparer un tout petit peu les boutons. Faut pas qu'on clique accidentellement sur un autre.
Donc maintenant qu'on a nos petits boutons ici, il va falloir les nommer. Donc on va y aller, power 1, copier, coller, power 2. Vous avez compris l'idée. Alors on va pas tous les faire parce que je le ferai hors caméra. Alors ici ce qui se passe c'est on a power 1. Ici on va voir power 2. Alors pour être sûr que ça ne change pas avec le temps, ce que j'ai tendance à faire c'est à changer pour qu'il devienne gras. Vous voyez, parce que sinon il n'était pas gras, donc il pourrait changer accidentellement si on changeait les boutons. Donc ici on l'a bien vérifié qu'il soit customisé. Maintenant on devrait faire ça pour chacun des trucs, ce que je vais faire hors caméra. Là ce qu'on va aller vérifier c'est que ça marche. Donc, normalement, si je vise un renard ici, je vais faire play, on va cliquer sur le bouton et ça devrait en théorie marcher. Voilà. Donc ici, on a notre petit monstre ici. Je clique sur Power 1. Hop, et il a attaqué. Je reclique sur Power 1. Vous voyez qu'en fait, il envoie la clé. Admettons que je mette 2 secondes. Ici. On va le mettre sur celui-là. Admettons que je mets 2 secondes ici. Vous allez voir que ce chiffre-là, il va changer. Puis 2 secondes plus tard, il va changer. Donc je clique sur Power 1. Voilà. Vous voyez, il met 1049, puis 2 secondes plus tard, 2049. Donc il pousse sur la touche, puis il relâche la touche. Tadam! C'est pas magnifique? Donc du coup, maintenant, si je pousse sur Power 2, pareil, mais il n'y a pas de pouvoir 2, donc il va rien faire. Alors, le truc, c'est que quitte à faire une vidéo sur les énumérations, autant en faire une vraie, l'énumération. Donc ici, on a fait une première colonne que je vais remplir hors caméra. On va faire une deuxième colonne. Voilà. Que je vais appeler, hop, 02, 02, 02, 04, 06. Voilà, on a une deuxième colonne. Je retire tous les sorts de ici. On n'en veut qu'un. Et alors, on va en créer un nouveau qui n'est pas push integer machin, push button machin, mais on va l'appeler push several group coroutine int. Voilà. On va le déposer ici. Il va me dire tu veux une variante de ce que j'ai fait ou t'en veux un nouveau? Moi je vais dire je préfère un nouveau. Donc je vais faire un nouveau. Donc il va créer un nouveau préfab ici. Ce nouveau préfab, on va aller dedans et on va aller l'éditer. Et ici, plutôt que de faire un truc où on envoie une seule action, on va essayer de faire plusieurs actions l'une derrière l'autre. Donc on va retirer ici celui-là. On va aller dans nos scripts et on va créer un nouveau. Alors on va ouvrir push integer with delay. Non, c'était pas celui-là. C'était comment qu'on l'avait appelé? On l'avait action order. Voilà. Alors nous, ce qu'on veut faire, je vais vous montrer une technique qui évite de devoir créer un fichier dans Unity et puis de le déplacer. On va directement le créer au-dessus et puis on va lui dire de se déplacer. Public class order mono et puis on va l'appeler coroutine séquence d'action key pusher sequence of action key pusher. Voilà. 2 points mono behavior. On va ouvrir les parenthèses. Alors qu'est-ce qu'il me propose? Ouais, c'est une bonne idée. Donc il me dit on va faire un tableau, une séquence de clés avec une énumération comme ici. On va lui demander un intervalle. Alors l'intervalle ici, dans le jeu, à mon avis, les sorts c'est 1,6 secondes. Je vais mettre par défaut que c'est 1,6 secondes. Et on va l'envoyer. Et ici, ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire trigger sequence of action. On va dire tu vas triggerer une séquence d'action. Et ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer la coroutine en disant peux-tu envoyer les actions. Ici, on va le renommer comme ceci.
trigger sequence of action, coroutine, et on va pouvoir dire, bon bah c'est parti, tu lances les actions avec le temps de 1,6 secondes entre chacune de ces actions. Donc ici il va dire, ok, bah c'est bon, trigger séquence, tu commences l'énumération. Pour chacune des séquences qui est stockée là-bas, tu vas attendre un petit peu, tu vas l'envoyer, puis attendre un petit peu, puis l'envoyer, puis attendre un petit peu, puis l'envoyer. Et une fois qu'il aura fini, il va s'arrêter. Alors est-ce qu'on pourrait faire un truc qui boucle en permanence et qui tire en permanence? Bah, plus ou moins, ouais. On pourrait faire presque la même chose. Alors je vous montre. Plutôt que de dire qu'on fait une séquence, on va lui dire de faire une boucle. Loop of action, voilà. Et dans cette boucle, on va lui dire, tu as une séquence avec un intervalle que tu vas envoyer, mais on va lui demander, est-ce qu'il est actif? Public, bol, use de loop, voilà. Et on va rajouter un intervalle, when not active. When active. Voilà, l'intervalle, quand il n'est pas actif, on va le mettre de 0.1 ou 0.5. Voilà. Donc on va dire, tu tournes en fait en permanence. Ici, on enable. On va lui démarrer la coroutine. Donc dès que l'objet existe, la coroutine, elle existe. Et cette coroutine, à chaque fois qu'il y a un enable, à chaque fois qu'il y a un disable, elle sera détruite automatiquement par Unity. À chaque fois qu'il y aura un enable, elle sera relancée et elle va tourner. À la différence qu'ici, on va mettre un petit while true. While true. Voilà. Pendant que c'est vrai, si jamais on part sur toutes les séquences, si on détecte que on ne veut pas l'utiliser, la loupe, si on détecte qu'on ne veut pas l'utiliser, eh ben c'est pas grave, on attend la prochaine seconde. Comme ceci. Alors, juste par précaution, pour être sûr de ne pas sortir de la boucle et avoir une boucle infinie qui bloque mon programme, je vais juste lui demander d'attendre la prochaine frame à chaque fois. Ça me fait perdre un petit peu de délai, mais au moins je suis sûr qu'on ne rentre pas dans une boucle infinie. New, wait for end of frame. Ça, je suis sûr que s'il y a la moindre problème de logique, il ne boucle pas comme un débile. Donc ici, on dit, si jamais la boucle n'est pas utilisée, alors on va attendre un tout petit peu jusqu'à ce qu'elle soit active. Si jamais c'est le cas contraire, à ce moment-là, on va passer dans la petite boucle qui est ici. Et on va faire les séquences. Donc on fait, allez, hop, première séquence. Sauf que avant de l'exécuter, je vais dire, si jamais tu n'es pas ici, on va casser la boucle actuelle qui est le for. Du coup, on va se retrouver à sortir du for et on va se retrouver ici et ça va être bon. Hop là. Voilà. Donc tu boucles sur la séquence, mais si jamais on détecte avant de faire le sort qu'on a demandé d'arrêter, bah tu t'arrêtes, petit gars. Puis tu attends une frame, tu reviens ici, on demande si la boucle est là, sinon tu attends. Si jamais on dit qu'elle est active, pouf, tu rentres dedans, tu fais la première séquence et c'est parti, jusqu'à ce que ça marche. Tu arrives à la fin, bah c'est pas grave, tu arrives ici, donc tu arrives là-bas, est-ce qu'on l'utilise toujours? Oui? Non? Non, bah on s'arrête? Oui, on recommence. Et voilà, donc normalement, dans la théorie, il faut voir la logique, mais dans la théorie, ça devrait marcher. Donc du coup, il nous reste quand même une petite méthode, du coup. Une qui permet d'activer et de désactiver. Void set loop on actif. On lui met ici un booléen. Et là, on lui dit public void set loop on true. Actif. Et set loop on off. Disable. Voilà. Donc en gros, on a une méthode qui permet de dire vas-y, active, une qui permet à la main de dire qu'on l'active ou qu'on l'active pas. Ici, c'est bien, du coup, dans ce cas-ci, de peut-être mettre un contexte menu, ici,
et de dire qu'on peut passer le truc en actif ou pas. Hop, hop, hop. Loop on. Loop off. Ici, ça permet de s'être actif, mais ce serait bien du coup d'avoir peut-être un switch. Toggle de loop state. Voilà. Et en fait, ce qu'on va faire dans le toggle de loop state, on va prendre l'état actuel et on va dire que c'est égal à l'inverse de son état actuel. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, hop, hop. Magnifique. Toggle loop status state. Voilà. Pareil, on met un petit contexte. Magnifique, 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 magnifique. Donc soit on peut décider de l'activer nous-mêmes, soit de la désactiver, soit de la mettre dans un état qu'on nous donne, soit de la toggler. Ce qui va nous permettre d'avoir une boucle qui tourne en permanence et de pouvoir la contrôler grâce à cette petite variable booléenne qui est là-bas. Donc ces méthodes-là, on va maintenant les utiliser. Donc on va extraire ce petit script qui sait gérer une coroutine. Donc on va faire clic droit et puis on va faire exporter. Pareil pour celui-ci, la séquence d'action là. Faire clic, exporter. Voilà, magnifique. Là, on a deux nouveaux scripts dans notre boîte à outils. Vous allez voir, elles vont apparaître ici. Séquence d'action et loop ici qui est apparu. Maintenant qu'on sait ce que c'est plus ou moins une coroutine, que c'est juste un truc qui fait attendre, dans lequel on va pouvoir faire des actions, on va pouvoir les utiliser. Donc on va revenir en arrière. Voilà. Magnifique. Ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est de mettre un petit bouton avec une coroutine, avec une séquence. Donc ici, on va pouvoir... on va en créer un qui va s'appeler loop attack. Ceci. Loop séquence. On va en avoir un deuxième qui s'appelle hop hop hop. Alors, je voyais que ici le nom, il faudrait que je fasse un préfab dédié en fait. Donc bouton, on va l'appeler. Il y en a un qui va s'appeler toggle loop. Et en fait, lui, on va le renommer. On va pas l'appeler coroutine int, on va l'appeler push séquence int. Donc le push séquence int, on va s'occuper de son cas. Donc le push séquence, on lui dit, bah tu vas pouvoir utiliser une séquence d'action. Donc ici, on va le monter. Voilà. Et on va lui dire, bah voilà, le gars, il peut choisir une séquence de choses à faire. Par exemple, le fait de faire le pouvoir numéro 1, puis le pouvoir numéro 2, puis le pouvoir numéro 4, puis 5, puis 6. Par exemple, ici, on tire, puis on se heal. Voilà. On va dire que on veut faire aussi le 1, puis le 2. Voilà. Donc, il tire 4 fois, puis il se heal, et puis il prend son mana. Si je ne me trompe pas. On va aller vérifier les touches. 5, 6, voilà. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Sauf que on peut faire qu'une seule potion, donc ça me sert à rien de prendre le mana. Donc là, ici, il tire 4 fois, puis il a un coup. Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'ici, dans le on-click du bouton, on va dire, bah, tu vises ma séquence. Et pourrais-tu, petite interface, triggerer la séquence d'action. Ici, quand on va cliquer dessus, il va lancer la coroutine de ce truc qui va exécuter ces actions. Ces actions, elles vont être émises en tant qu'entier, et donc on va pouvoir les relayer. Donc on va les relayer ici, et elles vont arriver là, et elles vont être envoyées. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire, c'est notre fameuse séquence. Donc on va l'appeler attack and heal. Attack, then heal. Voilà. Maintenant, on a une autre
truc, un autre préfab qu'on va devoir renommer toggle loop. Donc on va le déposer ici, on va lui dire oh, je veux un original. Ce fameux toggle loop ici, on va arriver dessus, on va aller l'éditer. Et on va lui dire non, toi ce que tu vas devoir faire, c'est pas une séquence, mais c'est un loop. Celui qu'on vient de créer ensemble. On va le mettre ici au-dessus. On va lui dire bah écoute, quand tu cliques, tu prends ma loop et tu toggles son état. Donc ici, vous voyez, on va toggle de loop state. Donc on va changer l'état, ici, le petit V, pour dire si on l'utilise ou pas. Et ici, ce toggle, il va faire une séquence. Et cette séquence, ça va être de faire le sort 1, le sort 2, le sort 3, et puis le sort 4. Voilà, avec une seconde de 1,5, et il attend un tout petit peu quand il n'est pas utilisé. À chaque fois, il va appeler le debug, et il va envoyer au debug ce qu'on est en train d'utiliser. Et le debug, il va envoyer ici à la horde sender tatatata, et ça va permettre d'envoyer des touches. Magnifique. Donc maintenant, on va sauvegarder ça. On va revenir. On va le nommer ici pom 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 loop attack and heal. Attaque heal. Voilà. Donc maintenant, il est temps d'aller tester nos deux petites coroutines, celle à séquence et celle en boucle. Donc on va aller voir si ça marche. Donc on va faire play. Voilà, donc là, le truc il est lancé. On a notre petit personnage. Donc ici, on regarde si on peut toujours sauter. On peut toujours sauter, donc le serveur est toujours là. On fait attack then heal. Donc une. Et il les a pas faites. Pourquoi il les a pas faites? Ah, il les a faites puis il s'est healé. Mais c'est juste qu'il n'a pas relâché, à mon avis. Pouvoir 1, pouvoir 2, pouvoir 1, pouvoir 2. Il les a push. Ah, pourquoi il n'a pas fait? Parce que, pratiquement, on a oublié un détail. Il faut relâcher la touche. Donc on va aller ici. Pop, pop, pop. On lui a dit, ok, bah, tu prends ma séquence. Tu envoies la touche. Et cette touche-là, c'est enfoncé. Donc on a oublié d'attendre de relâcher. Donc ici, on va devoir faire un nouveau public float. Press time. Press intervalle. On lui dit, bah, pendant ce nombre de temps, tu pousses. Donc on dit yield return, press time. Donc on lui dit, attends un tout petit peu le temps de l'intervalle pour pousser sur une touche. Et ici, on va le renommer. Donc en push intervalle, c'est plutôt time between power. Et lui, c'est plutôt hop, time pressing key. Du coup, ici, on pousse sur la clé et on relâche. Magnifique. Du coup, on va devoir faire pareil pour la loupe. On va devoir retourner ici. Sur notre fameuse loupe. Ici, dans notre loop, on va lui dire, bah écoute, tu fais ton action et il va falloir que tu attendes une pression. Time between pressing key. Voilà. Push interval when actif. Ouais, non actif, on va laisser comme ça. Peut-être time between power, between key, press, non. Key. Hop, time when not use. On va peut-être mettre un wait, c'est plus parlant.
Hop, hop, hop. Voilà, magnifique. Donc on va faire pareil pour l'autre, et essayer de regarder une même nomenclature. Wait time key. Il est très important d'avoir un bon nom au moment où vous le créez, parce que par la suite, les gens vont l'utiliser. Donc si vous n'avez pas un bon nom ou une faute d'orthographe que vous avez dedans, il va falloir casser le code de tout le monde par la suite. Pas très idéal. Donc ici, on a sauvegardé. On va aller dans notre code ici. Donc normalement, maintenant, on a du temps de pression. Donc on va pouvoir relancer ça. On va dans notre horde.io. Voilà. Ah merde. Hop là. Magnifique. On arrive ici. Alors, on vérifie qu'on sait sauter. On vérifie qu'on sait taber. On sait attaquer. Ouais. Et est-ce qu'on peut attaquer et se heal? 1. Et il va attaquer. Ah, il y a un petit problème quelque part. Attaque. Attaque. À mon avis, je me suis planté sur le temps d'attente. Donc on va aller voir. Hein. Ici. Time power 0.1. 0.1. Time key. Donc on va aller voir le code. Pressing key c'est 0.1. Time between power. Non. Ça aurait dû marcher. Hein. C'est pas 1,6 secondes entre les sorts. Il vient, il pousse, il attend un tout petit peu. Puis il attend le sort. Puis il lance. Ici on a 1, 2. Ah, c'est parce que j'ai mis 2. Et vu qu'on n'a pas encore mis le deuxième sort, on va mettre un deuxième sort. Alors, comment on fait pour mettre un deuxième sort sur ce jeu? On va dans Skill. Et on choisit un deuxième sort. Comment ça marche? Alors, cost, damage effect, on est niveau 4, donc on aurait dû l'avoir. Pourtant, on a un 4 de pouvoir, donc normalement, on devrait. J'ai aucune idée. Non, c'est pas grave. Pour le moment, ce qu'on va faire, c'est on va juste mettre une deuxième fois le sort ici. Ok. Voilà, on revient dans notre code Unity. Voilà. Attack then heal. 1, 2, 3, 4. On prend heal. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est plutôt tester l'autre, la loupe. Donc la loupe, c'est 1, 2, 3, 4. Donc ici, c'est peut-être pas idéal parce que j'ai pas mis les sorts. Puis on va se heal. Donc on va peut-être rajouter ici le heal. Voilà, on va retourner dans le jeu. Et on va aller mettre les sorts ici en bas. Donc on va aller skill, book. Dire tu tires ça. Puis tu tires ça. Ça consomme combien de mana? 2 de mana. On en a quand même beaucoup, ça devrait aller. Voilà. Magnifique. On fait play. Voilà. Donc là, on a nos ennemis. On fait un tabulation. Voilà. On décide de faire un loop attaque. Il attaque une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il prend une vie. Et puis il se remet à attaquer une fois. Ah, j'ai fait celui-là? Apparemment j'ai fait celui-là. Use the loop, true.
Donc il est rentré dedans et il s'est barré. Réfléchissons. Arrêtez. Play. On va mettre à l'avant déjà tab. Ici on va dire tab. Ça, je choisis l'ennemi suivant. Apparemment je me suis planté quelque part, donc on va aller regarder la logique de mon code. Quand c'est vrai, je commence la coroutine. Si c'est vrai, je rentre ici. Tant que la boucle est fausse, on attend un tout petit peu. Si la boucle est vraie, on rentre dedans. Pour chacune des séquences, on rentre. Et normalement ici, c'est si la loupe est faux, on casse et on se barre d'ici. Peut-être que là, il y a un problème. Donc on va dire if use loop égale vrai. Juste au cas où, si je confonds un truc en C#, possible, hein. On n'est pas des dieux. Voilà. Ah, j'ai oublié de faire ce qu'on était en train de dire, de pousser et de relâcher la touche. Évidemment. Voilà. Il faut bien qu'on relâche la touche comme on avait dit qu'on allait faire. C'est juste que j'ai oublié parce qu'on a rajouté les trucs ici, puis ça m'est sorti de la tête et je ne l'ai pas rajouté. C'est juste ça. Donc si la loupe est vraie, on pousse, on relâche, on attend. Voilà. Magnifique. Et ici, on peut même faire autrement. Regardez, on va faire un truc un peu particulier. Non, on va pas faire un truc particulier. C'est juste que... ouais, on va laisser ça comme ça. Alors, on sauvegarde. On revient dans notre éditeur Unity. On va faire play. Voilà. Donc ici, on retourne dans la horde. Magnifique. On tabule. Ensuite, on loop attaque. Est-ce qu'il l'a fait? Oui. Est-ce qu'il les a relevés? Non. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient enfoncés? Probablement. Voilà. Donc là, vous voyez, la boucle est en marche. Et donc du coup, je suis en train de pouvoir boucler sur le fait d'attaquer. Tada! C'est pas beau? Donc voilà, c'était un mini-cours sur l'introduction de ce que c'est une coroutine. Donc une coroutine, ça vous permet par exemple de décaler une action un peu plus tard, ou de décaler des actions un peu plus tard, ou par exemple de tourner dans une boucle infinie qui gère le temps sur le côté d'Unity, et qui va vous permettre de faire des actions. C'est pour ça que dans les cours de C# pur et dur, je ne vous montre pas ce que c'est des threads, parce qu'en fait quand on est dans Unity, c'est tellement plus simple de pouvoir faire des threads. Parce qu'on a les fausses coroutines qui sont des faux threads, on a les coroutines qui sont des faux threads qui aident énormément à pouvoir gérer cette situation-là. Et donc voilà, dans la prochaine vidéo, j'ai 2-3 idées de ce qu'on va voir, donc je vais aller manger un petit bout, je fais une petite pause, et puis dans la vidéo suivante, on se rencontre pour de nouvelles aventures sur notre téléphone pour contrôler la horde. D'ailleurs, à mon avis, une des choses qu'on pourrait faire pour rigoler, c'est que plutôt de mettre l'application sur un téléphone, maintenant qu'on a ce joli interface, c'est de voir s'il marche sur Quest 3. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment publier sur Quest 3, ce qui est basiquement la même chose que de publier sur un téléphone. Et puis on continuera le cours. Allez, bon appétit à tous, on se voit tantôt.